On l'a surnommé le ministre pompier parce qu'il éteignait plusieurs feux en même temps dans les conflits de travail. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Cournoyer. Bonjour, M. Morin. Vous êtes ministre depuis un certain temps. Les conflits de travail, il y en a, là, ça commence. La presse, c'en est un... Il pleuve. Ouais. Il pleuve. La presse, c'est un lock-out. C'est rare qu'on avait ça, là. Mais tu arrives avec un lock-out au journal le plus important du Québec à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore ça, mais disons qu'aujourd'hui, dans ce temps-là, c'était le plus important. C'est une institution. C'est une institution qui appartenait en plus à un symbole au Québec des Marais. Jessica, je pense qu'elle avait pris possession de la presse peu de temps avant. Le président ou vice-président de la presse exécutif, c'était M. Bureau, que j'avais connu quand j'étais à l'université aussi. Il était à l'Université Laval, moi j'étais à l'Université de Montréal. Et c'était André Bureau qui s'appelait. M. Bureau lui-même était vice-président. Puis M. Bureau avait décidé qu'il casserait les traditions des typographes d'Amérique. En tentant de faire ça à Montréal, tout de suite, il y a eu une réaction où les gens étaient peut-être mieux payés dans la rue que s'ils travaillaient. Parce que les conditions de travail des typographes de l'époque, c'était une espèce qui commençait à voir venir les nouveaux modes d'impression qui ne ressemblaient pas du tout à la typographie. Mais la tradition des typographes d'Amérique faisait en sorte que ce n'est pas à Montréal qu'ils vont casser le monopole de l'imprimerie. Alors, ça veut dire que la grosse centrale, les grands syndicats américains finançaient les gens qui étaient en lock-out. Ils finançaient et le conflit s'éternisait. Il y a eu à l'époque aussi un conflit à la Sûreté du Québec. Vous êtes entré là-dedans. Oui, mais là c'était un conflit, ça, 171. En 70, il y a eu la crise d'octobre. Mais la crise d'octobre, ça n'a pas été juste octobre, ça. Ça a commencé longtemps, avant d'arriver en octobre, le culminant. On pense toujours aux 15 dernières journées, c'est-à-dire le moment où Pierre Laporte est assassiné. Mais avant qu'il soit assassiné, il y avait des affaires qui s'étaient produites. Et là, pendant toute cette période-là, la police du Québec était sous une seule autorité, avait été mise avec la loi des mesures de guerre sous l'autorité du chef de police de la province de Québec, de la Sûreté du Québec. Elle appelait ça la police provinciale dans ce temps-là. Alors, tous les corps de police étaient sous une même autorité. Arrive le moment de la rémunération. Les gens de la Sûreté du Québec étaient rémunérés, eux autres, en temps de vacances. Tandis que ceux de Montréal étaient rémunérés en temps régulier, plus une prime. Alors, ce que les gars de la Sûreté du Québec demandaient, c'était la même chose que les policiers de Montréal, puisqu'ils étaient sous la même autorité, même s'il n'y avait pas la même convention collective. Ils ont été en arbitrage avec ça. Ils ont arbitré une convention collective où ce n'est pas stipulé, l'arbitre est obligé de leur dire que non. Puis là, Jérôme, mon ami Jérôme, qui était ministre de la Justice et de la Sécurité publique, donc responsable de la Sûreté du Québec ou de la police provinciale, Jérôme, il dit « J'ai une sentence arbitrale, c'est fini, vous ne l'aurez pas. » Là, les policiers, à travers la province, ont décidé de quitter leur poste et de se réunir à Drummondville. On était, ça faisait à peu près, mettons, il y avait peut-être plus de neige dans ce temps-là, mais peut-être au mois d'avril, peut-être mai, là, je ne suis pas capable de les resituer dans le temps, là, dans ce temps relatif-là. Mais c'est en 71. Et là, ils sont réunis là puis ils ne bougent pas de là. Il n'y a pas de Sûreté du Québec à nulle part, à part des chefs dans chacun des postes. Puis là, bien, c'est sûr que c'est une autre situation dramatique que j'ai vécue. Le premier ministre me dit « Jean, il faudrait peut-être faire quelque chose. »
Mais M. Marcil, qui était président de la Fraternité des policiers de Montréal, m'appelle, puis il dit, Jean, il dit, il faudra peut-être faire quelque chose. Il dit, il faudra aller chercher les gars, il faudra les faire sauver à la face un peu, parce que ça va bon sens, ils ne rentreront pas. Ben, j'ai dit, moi, je peux pas, ils sont dans l'illégalité. Il dit, si tu veux que je fasse, moi, dans l'illégalité, là, je peux pas faire ça. À moins que le gouvernement me dise d'y aller. Tu sais, je ne pouvais pas faire comme je faisais ailleurs. Ah oui. Alors, je lui dis à Marcel, tu sais, il y a un restaurant pas bien loin de Drummondville. Puis je m'en vais au Conseil des ministres cet après-midi, là. Puis je vais dîner au restaurant à côté, puis les gars à Drummondville, là, t'as rien qu'à le dire au Conseil exécutif là, des policiers de venir me voir, là. Je ne veux pas les rencontrer, mais comme par hasard, ils peuvent s'asseoir à la table d'à côté, puis on peut se parler de dos à dos. Comme de fait, et l'exécutif était là. Puis là, je leur ai demandé qu'est-ce que ça prend pour régler. Bien, peut-être, M. Cournoyer, que s'il y avait une présence d'un ministre, on voudrait bien que ce soit le ministre de la Justice, notre boss, mais un ministre, ça serait peut-être suffisant. En fait, là, Robert était tout au courant de ça. Quand je suis arrivé au Conseil des ministres, Jérôme était en train de donner une conférence de presse dans l'antichambre. Puis Robert, avec Gérard D, je vois encore Gérard D à côté de Robert. Gérard D. Lévesque, il était le vice-premier ministre. Puis là, Robert, il dit, Jean, il dit, va donc chercher, vas-y, toi. Je dis, avec quel mandat je vais y dire, Robert? Vas-y, on règle ça la semaine prochaine, mais on va y sortir de là. Mais il dit, passe par cette porte-là, parce que Jérôme est là, puis il n'aimerait pas ça. Fait que je suis passé par la porte derrière le bureau, par le corridor de l'ancien cabinet du ministre de la Justice, puis je suis parti à Drummondville dans une petite Renault Dauphine que je m'étais achetée. Sans garde du corps? Sans garde du corps, juste avec mon chauffeur. Puis on est arrivé, puis je suis rentré là. C'était tous des grands gars, des petits jeunes à part de ça. C'était tous des gars à peu près 25-30 ans. Tous des grands. Moi, j'étais tout petit, je pesais 15 livres habillés. Puis je descends, puis ils se sont tous levés de bout, dans un silence énorme. Tu descends la grande allée dans la salle académique. Puis là, tu regardes la table en avant, c'est tout l'exécutif qui est là. Puis là, tu pars là, puis tu t'en vas là, puis tu t'assois sur le coin de la table. Oups, puis tu dis, qu'est-ce que je vais leur dire? Bout de désespoir. Ils sont tous là, dans un silence de mort. Ils s'assoient tous quand je me suis assis. Puis Magnan, qui était président du syndicat, il dit, M. Cournoyer, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bien là, j'ai dit pas grand-chose. J'ai dit, bon, écoutez, les gars, là, retournez au travail, puis 17 à vendredi prochain, on va avoir réglé ça. Puis là, je me suis levé, puis je suis parti. J'étais dans le bottel à côté, puis je me suis couché. Il y avait mon sous-ministre qui était venu me rejoindre pendant ce temps-là. Puis lui, il était nerveux. on a couché dans la même chambre. Vers 5 heures du matin, ils sont venus me réveiller, ils ont dit, on a décidé de retourner au travail. Mais la semaine d'après, il a fallu que je règle. Mais là, il a fallu que je règle ça sur le dos de qui, tu penses? Sur le dos de Jérôme. Tu sais, c'était pas drôle. Moi, j'aimais pas ça, cette fonction-là. Mais, si tu veux, les policiers sont retournés au travail. Ils n'étaient pas heureux de la façon dont ça s'est brassé. Mais combien de fois ça m'est arrivé pendant toute la carrière de faire tout simplement le sauveur de face? Que ce soit syndical ou patronal, tu te dis, comment est-ce qu'on fait pour sauver la face de quelqu'un qui est pogné avec des positions là, qui sont loin, mais dont on peut trouver un rapprochement si jamais on arrête d'être assis dessus. Puis il y en a qui... Le compromis n'est pas facile, sauf s'il lui est imposé. Mm-hmm. On a vécu ça, là. La plupart du temps, c'était comme ça que ça se passait. Mais celle-là, c'était spécial parce que c'était la police. Là, l'État n'avait plus de bras. Tu sais, l'État a besoin de son bras. Son bras, c'est quoi, là? Comment je passerais une loi spéciale pour les gens qui sont en grève dans les hôpitaux? Non, une loi spéciale pour ci puis pour ça. Si j'ai pas mon bras, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et l'État était privé de son bras en 71, à peu près 6 mois après la crise d'octobre. Tu sais, une crise là, que tout le monde avait vécue en même temps, puis qui avait vu la police partout, puis l'armée, puis les gens s'imaginaient voir revenir l'armée. T'as plus de police provinciale, qu'est-ce que tu fais? Tu as toujours le téléphone possible pour appeler le premier ministre du Canada puis venir aider la province de Québec. C'était ça la situation dans laquelle on était. Monsieur Cournoyer, en 1972, un gros conflit de travail dans le secteur public
vote de grève générale aussi des syndicats, des syndiqués. Beaucoup d'épisodes, là, injonction, bref. Pouvez-vous nous rappeler les débuts de ce conflit-là jusqu'à sa conclusion? Ça commence en 1971 encore. Les syndicats viennent à peine, là, disons, d'exercer leurs muscles en 1967. On est rendu en 1971, donc la deuxième convention collective possible dans les secteurs publics et parapublics. Ce qui incite le ministère de la fonction publique de l'époque, dont Jean-Paul Lallier était le titulaire, à établir une politique salariale du gouvernement. Une politique salariale qui comportait 3 éléments. Le premier élément, c'est que les employés de l'État, ou qui émargeaient au budget de l'État, devaient être rémunérés dans la moyenne généralement observée pour des emplois similaires, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. La deuxième, c'est qu'ils devaient participer à l'augmentation de la productivité, c'est-à-dire à une sorte d'enrichissement basé sur l'augmentation de la productivité collective. Et le troisième, c'était le maintien du pouvoir d'achat. Si je donne à ça aujourd'hui à n'importe qui, là, il sera heureux pour le restant de ses jours. Mais à l'époque, quand on a quantifié ça, c'est-à-dire qu'on a mis des chiffres à côté de ça. Le premier chiffre, c'était probablement en termes de millions, imperceptible pour quiconque. Ça, c'était la moyenne généralement observée. Le deuxième, cependant, c'était l'enrichissement collectif. À 2,5, c'était basé sur une expérience d'un certain nombre d'années antérieures. Ça a augmenté de temps dans toutes les statistiques qu'ils peuvent faire. Et la même chose pour la question du maintien du pouvoir d'achat. Quand on l'a chiffré, on a chiffré le maintien du pouvoir d'achat à 2,3, puis le maintien, c'est-à-dire l'enrichissement à 2,5, ce qui faisait 4,8. Si vous retournez en arrière, là, vous allez trouver 4,8 ces pancartes. Pourquoi 4,8 puis pourquoi c'était refusé? Probablement parce qu'à l'époque, on commençait à vivre une inflation galopante. C'est-à-dire que ça commençait, là, et d'ailleurs, quand la politique a été adoptée en 1971, à ce moment-là, c'était à peu près 2,6, l'augmentation du coût de la vie. Mais rendu 1 an plus tard, quand les négociations commençaient à être difficiles, c'était déjà rendu à 6,2 ou 6,3. Une marge. Donc, il y avait une grosse marge entre juste le maintien du pouvoir d'achat, puis là, bien, c'est que accepter 2,5, alors que c'est 6,3, c'était devenu très difficile pour les syndiqués. Et là, bien, tu as vu les manifestations. Moi, j'étais ministre du Travail. M. Bourassa et M. Lallier avaient songé à faire un comité de négociation sur lequel M. Castonguay, par exemple, était, qui était ministre des Affaires sociales et de la Santé. Il y avait Jean-Paul, qui était ministre de la Fonction publique. Puis, bon, il me semble qu'il y en avait un autre, Garneau, je pense, du Conseil du Trésor. Puis, il voulait que je sois là-dessus. Je dis, mon nez me dit que, à un moment donné, vous pouvez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui n'est pas avec vous autres, là. Puis, le gouvernement ne peut pas aller chercher un médiateur ailleurs. Moi, si je ne veux pas participer à vos affaires, pas parce que ça n'a pas de bon sens, parce que si jamais ça va mal, bien, on va toujours être là en réserve. Mm-hmm. Bon, tout le monde a accepté ça, mais quand le bordel a pris. Là, le bordel a pris parce que dans certains hôpitaux, il me semble que c'est particulièrement dans la région de Québec, les syndiqués ont fait la grève, bien sûr, ont fait des arrêts de travail, mais ils ont accompagné ça de gestes qui étaient vraiment des gestes qui nous ont été rapportés comme étant, le mot est simple, dégueulasse. C'est peut-être pas vrai du tout, c'est peut-être une rumeur seulement, mais dans certains hôpitaux dits psychiatriques ou encore dans des hôpitaux où il y a des malades de longue durée, il y a des choses qui doivent être faites le matin, puis les lits doivent être nettoyés. Mais quand on ne nettoie pas les lits, c'est pas comme si on ne donne pas de remède. C'est pas parce qu'on ne soigne pas, mais on ne nettoie pas les lits, les gens vivent là-dedans pour une bonne partie de la journée. Et quand M. Castonguay nous a rapporté que ça se produisait dans plusieurs hôpitaux psychiatriques ou de soins de longue durée, c'est clair que là, le gouvernement a dit non, c'est assez. Et immédiatement, quand la première possibilité qui existait dans le Code du travail à l'époque,
à l'article 99, c'était que le gouvernement pouvait demander une injonction qui mettait fin à une grève appréhendée ou qui empêchait une grève appréhendée ou une grève en cours, qui en mettait fin immédiatement sous les peines de sanction pour mépris de cour. Et là, bien, finalement, quand l'action a été prise, la requête en injonction a été prise par le gouvernement, les dirigeants syndicaux se sont présentés et devant la Cour, ils ont dit « jamais on va obéir à ça et on va inciter nos gens à ne pas respecter cette injonction parce que c'est ennuyant pour nous autres. » Ils ont donné toutes les raisons qu'ils pouvaient donner. Il y avait les 3 dirigeants syndicaux là-dedans. Il y avait Louis Laberge de la FTQ, Marcel Pepin de la CSN et l'autre, c'était Yvon Charbonneau de la CEQ. Alors, quand, à la minute que le mépris de cour est prononcé devant la Cour, c'est pas quelqu'un qui ne fait pas quelque chose, c'est prononcé devant la Cour, le ministre de la Justice, avec raison à l'époque, n'avait pas de choix que de faire exécuter l'action en mépris de cour. C'est-à-dire que tu vas voir devant le juge, puis le juge te condamne. Ils ont condamné les 3 gars et d'autres syndiqués là, qui représentaient des syndicats à l'entour de Québec, condamnés à 1 an de prison. Est-ce que cet emprisonnement-là était évitable? Donc, personnellement, je ne pense pas, là, longtemps après. Est-ce que le ministre de la Justice aurait pu faire autrement? Non, parce que tu as le respect de l'autorité judiciaire. Et quand l'autorité judiciaire te donne ou t'enjoint de faire quelque chose, il n'y a pas d'autre possibilité dans notre société démocratique. L'autorité judiciaire est indépendante du gouvernement, c'est vrai, mais quand le Code dit clairement qu'on peut le faire, on se demandait si le mot « peut » voulait dire « doit ». Parce que la grève était non seulement appréhendée, mais elle était en cours. Et elle produisait, à cette époque-là, des effets néfastes sur la santé d'individus qui étaient, eux autres, incapables de se défendre. Et là, tu as beau avoir un conflit avec tes syndiqués, il y a la victime qui n'est ni le gouvernement, ni les syndiqués. La victime est couchée dans un lit plein de merde. Une fois que tu as vu ça, là, puis qu'on t'a dit ça, tu dis, OK, là, c'est assez vos affaires. L'injonction, après, la prison. Et quand ils ont pris le chemin de la prison, eux autres étaient des héros. Et les héros, qui étaient les 3 dirigeants syndicaux plus une quinzaine d'autres, se sont retrouvés à Orsainville. Mais le conflit n'était pas réglé. Comment il s'est réglé, finalement? Bien, encore là, c'est que une fois que le gouvernement constate que sa méthode, la façon dont il a envisagé que ce conflit-là se déroulerait, c'est pas comme ça que c'est arrivé. Que sa politique, qui est excellente, mais sa politique n'a pas pogné. Puis que, finalement, tu as une situation devant toi, là, qui est une situation qui est universelle dans la province de Québec. Tu n'as pas 50 employés là, qui sont en grève, tu en as 250 000. Qu'est-ce que tu fais? Puis tes chefs syndicaux sont en prison. Qu'est-ce que tu fais? Robert, il dit, bien, Jean, il va falloir régler ça. Et là, c'est pas tout à fait Robert qui me l'a dit en premier, puis Claude va me pardonner de le dire, mais Claude Castonguay, qui était ministre de la Santé, c'est lui qui avait le bordel sur les bras. C'était pas dans l'enseignement. Tu sais, en enseignement, tu peux retarder les vacances des enseignants, puis bon, les enfants vont plus longtemps à l'école. Mais les malades sont là tout le temps, eux autres. Là. Puis ils n'améliorent pas leur santé à chaque jour. Alors Claude me dit, Jean, ça n'a pas de bon sens. Il faut absolument que tu fasses quelque chose, que toi, tu le fasses, pour que le gouvernement puisse régler ce problème-là autrement que l'affrontement dans lequel on vit. Alors, j'ai dit, Claude, si Jean-Paul est d'accord avec ça, je vais accepter Jean-Paul Lallier, qui était le ministre titulaire. Puis moi, je ne voulais pas passer par-dessus d'autres personnes, puis je ne l'aurais pas fait. Sauf que M. Bourassa, après avoir discuté, j'imagine, avec Claude Castonguay, m'a fait venir à son bureau à 5 heures, puis il m'a assermenté ministre de la fonction publique, puis il dit, va régler ça. Mais là, c'était plus le ministre du Travail, c'était le nouveau ministre de la fonction publique qui s'en allait régler une situation à laquelle je n'avais pas participé, puis avec laquelle j'étais d'accord pareil. Et M. Lallier avait été muté aux communications, je crois. Je pense qu'il était aux communications, aux affaires culturelles, ou quelque chose comme ça, qui avait été muté. Mais Jean-Paul était parfaitement conscient, d'après ma connaissance, du fait que devant une telle situation, là,
deux murs qui s'affrontent, c'est de valeur, mais ça reste deux murs. Puis ça prend un buffer entre les deux. Puis comment vous l'avez réglé? Je ne me souviens pas. Disons que le simple fait, disons, de dire qu'on va appliquer la politique salariale du gouvernement, mais en l'ajustant à cette année, pas prenant ça de l'année passée, de l'année d'avant. J'ai nommé 3 personnes pour négocier puis remplacer les négociateurs patronaux. Il y en avait un qui était actuaire, que je connaissais bien. L'autre était président de la régionale de Chambly, donc qui connaissait l'enseignement. Puis l'autre qui était un ancien négociateur de l'Association des hôpitaux. Je dis, vous autres, là, vous allez trouver le moyen de démêler le genre de problème dans lequel on se trouve et la solution que vous allez trouver, on va l'accepter. Alors, ils ont trouvé la solution, comme je te dis, quand tu m'as posé la question, comment vous l'avez réglé? Moi, je ne le sais pas. Parce qu'une fois que j'ai eu délégué ce pouvoir-là, je dis, c'est à vous autres de régler ça. Puis après ça, c'est réglé directement avec le Conseil du Trésor. Tout le monde n'était pas heureux de cette situation-là. Personne n'était bien content quand Jean Cournoyer est arrivé là-dedans. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites très correctement en fonction de l'État et de sa capacité de payer. Et tout ça avait été pris en considération par les hauts fonctionnaires. Il y a eu des conflits privés aussi durant cette période-là. C'était assez turbulent, les relations de travail, durant ce premier mandat. Je pense que c'était partout. Je me souviens de la Commonwealth Plywood dans le bout de Joliette. Je me souviens des champignons dans le bout de Sherbrooke. Mais je les ai plus toutes dans la mémoire. Là. Ça fait quand même 35 ans passés. Là. Mais vous interveniez personnellement dans ces conflits de travail-là, ce qui vous a valu le surnom de ministre pompier, là, parce qu'il y avait bien des feux à éteindre. Étiez-vous obligé d'être, comme ministre du Travail, d'intervenir directement? Je pense que ce qui est arrivé, c'est... Mettons qu'on retourne au conflit de la Sûreté du Québec. Le ministre du Travail ne se mêle pas de ses affaires, puis il va chercher, régler un problème qui relève du ministère de la Justice. Tous les problèmes par la suite, pour n'importe qui est syndiqué dans la province de Québec, c'est sur le bureau du ministre que ça se règle. Un fonctionnaire, à ce moment-là, perd la crédibilité dont il a tellement besoin. Le ministre remplace un fonctionnaire. À partir du moment où le ministre remplace un fonctionnaire, les fonctionnaires se sentent incapables de procéder parce qu'ils peuvent, à un moment donné, se faire dicter par le ministre quelque chose qu'eux autres n'étaient pas prêts à accepter. Mais le ministre ne règle pas les mêmes choses qu'eux autres. Alors, dans ce cas-là, là, à partir du moment où les conflits, le moindrement majeurs, se déroulaient à peu près de la même façon par des grèves qui ne voyaient pas l'aboutissement, on demandait aux pompiers de service de les régler. Quand ce n'était pas une manifestation que j'avais dans mon bureau, je les avais ailleurs. Je prends Hydro-Québec, par exemple. Et Hydro-Québec, c'est quand même une entreprise d'État. Mais Hydro-Québec a sa capacité de régler les problèmes bien plus que n'importe quel ministre. Ils sont capables de régler les problèmes du gouvernement au complet. Ils sont équipés avec des fonctionnaires qui sont extraordinaires au point de vue formation, etc. Mais quand il y a des grèves, ils ne peuvent pas se tourner, eux autres, à Hydro-Québec. Peuvent-tu prendre un conciliateur entre le président d'Hydro-Québec puis le premier ministre? Souvent, il ne faut pas oublier qu'à Hydro-Québec, le premier ministre a un intérêt immédiat. Ça négocie directement en haut. Ça passe plus haut que le ministre. Oui. Et dans ce sens-là, ces grandes institutions de l'État, surtout Hydro-Québec, qui est très sensible, privé d'électricité pas longtemps. Là. On calculait, dans mon ministère à l'époque, qu'une privation d'électricité, ça dépendait des endroits. À Montréal, ça ne prend pas de temps que tout est paralysé, il y a des ascenseurs en masse. Mais si tu s'en vas dans un village, ça peut prendre 2-3 mois, il n'y a rien qui va mourir. Là. Mais à Montréal, là, les ascenseurs ne marchent pas un matin à Place Ville-Marie. Ça ne prend pas de temps que tu reçois un téléphone quand tu es premier ministre. Mm-hmm. En 1973, il y a des élections générales. M. Bourassa déclenche des élections. Et là, il vous change de comté. Vous n'êtes plus dans le Chambly, c'est votre troisième comté. Ça, c'est moi qui ai demandé. C'est vous qui avez demandé d'aller dans Robert Baldwin. Pourquoi? Robert Baldwin, c'est dans l'ouest de Montréal. Ça. Je demeure là. Moi, je croyais sincèrement que les gens de Longueuil, donc du comté de Chambly,
À l'époque, c'était le comté de Chambly. Là. Ça prenait Chambly, Longueuil, que ces gens-là avaient le droit d'avoir un député qui restait dans le comté. Alors, c'est donc une des raisons. La deuxième, c'est que je ne me sentais pas capable de représenter des gens qui ne vivaient pas proche de moi. Ça me puait pas au nez, là. C'est juste parce que c'était difficile pour moi d'épouser ou de comprendre leurs problèmes. Puis ça, je l'ai expérimenté davantage quand Robert m'a envoyé dans Richelieu. Là, tu sais, moi, les problèmes de cultivateurs, je ne connaissais pas ça, pantoute. Quand on commençait à me parler de quotas de lait dans la campagne électorale en 1976, là, je t'ai mêlé pas ordinaire. Là. Quotas de lait, je veux dire, par tous les problèmes qu'on peut trouver d'agriculture, je ne connaissais rien là-dedans. Puis c'était un contrée à Richelieu, c'était semi-agricole urbain. Alors, j'ai perdu, puis je l'ai perdu vite. Dans Robert Baldwin, par contre, c'est un château fort libéral. Je n'ai pas dû avoir beaucoup de difficultés là. Non, pas du tout. Je pense que je suis rentré avec 20 000 de majorité, 21 000. Sans faire campagne, vraiment? Non, c'était pas nécessaire. Là. La piqûre de la politique active, vous n'avez pas atteint encore? Non, ça ne m'a pas atteint. Non, surtout pas dans le domaine de la fabrication des élections. Non. Bon, là, il y a 102 députés d'élus. La plupart des ministres qui reviennent sont tous élus. Vous, M. Bourassa, vous reconduisez encore ministre du Travail, de la main-d'œuvre. Avez-vous un mandat différent des années précédentes? Le mandat n'a pas changé, pas plus. C'est-à-dire que c'était un pompier. Un pompier, c'est un pompier. Tu vas éteindre le feu quand il y a un feu. Oui, mais il y avait la construction qui là, vous n'avez pas passé un décret là, qui augmentait d'un coup sec, là, 97 là? Ça, c'est l'inflation. Ouais. Quand l'inflation a foutu le camp, là, à un moment donné, il n'y avait pas juste les fonctionnaires qui avaient besoin d'une augmentation considérable compte tenu de l'inflation. L'inflation, je pense, était à 11 ou 12 puis à un moment donné, j'ai fait faire les calculs par mes actuaires, puis les actuaires ont dit que ça prend, je pense, 90 cents de l'heure. J'ai essayé de convaincre les patrons, ils ont dit jamais. Sauf que les chantiers étaient paralysés là aussi. Puis, bon, je dis, vous autres, vous ne voulez pas, mais c'est mon décret. Le 90 cents, vous allez le payer. Ça les a choqués, parce qu'habituellement, les employeurs de la construction, ça ne leur fait rien de payer cher, à la condition que ce n'est pas eux autres qui payent. Ils arrangent toujours leur affaire pour que leur projet, là où une augmentation de salaire va arriver, leur projet est fini. Ils en commencent un neuf, puis le neuf qui commence, lui, il va payer plus cher. Mais celui pour lequel ils ont soumissionné un prix fixe, celui-là, ils ne veulent pas donner une scène là-dessus. Alors, s'il reste 3 mois à compter, dans les 3 mois, là, on pousse la date d'augmentation du salaire au bout de 3 mois. Comme ça, c'est un autre contrat. Puis dans les 3 mois, dans la période de 3 mois, on va soumissionner avec l'augmentation de salaire. Fait qu'ils ne perdent jamais grand-chose dans l'industrie de la construction, sauf cette fois-là. Parce que cette fois-là, c'est le ministre, le gouvernement qui l'a imposé. Mais encore là, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. C'est le gouvernement qui l'a fait. Quand un ministre propose quelque chose au gouvernement, c'est parce que le gouvernement a besoin d'une proposition. Il ne faut pas oublier qu'un ministre, ce n'est qu'une partie du gouvernement. Le lieutenant-gouverneur en conseil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça, c'est le gouvernement. Puis il n'y a rien qu'un ministre dans le gouvernement, c'est le premier. Le premier ministre. Les autres sont des quantités négligeables dont on peut se priver rapidement en changeant. Puis il y a un paquet de monde qui attend pour prendre cette place-là si elle devenait libre. Puis le premier ministre a ce pouvoir-là de dire « Toi, j'ai plus besoin de toi ». Et quand il y a quelque chose qui se passe au gouvernement, que le gouvernement prend une décision, c'est parce que le premier ministre voulait que cette décision-là soit prise. Pas parce qu'un ministre a commencé à jouer du couteau en quelque part. C'est parce que le gouvernement voulait que ça soit pris. Donc, cette augmentation-là qui comblait les besoins de l'inflation, c'était une décision du premier ministre aussi? Une décision sur la proposition du ministre du Travail, acceptée par le gouvernement, pour régler un problème d'inflation. L'inflation qui était constatable et qui avait été évaluée par des actuaires à 90 cents de l'heure. C'est bien intéressant, M. Cournoyer. On continue la semaine prochaine.